Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires que je n'ai pas fait depuis un moment sur la chaîne. On va voir des histoires qui viennent tout droit de Reddit, des histoires qui sont plutôt mystérieuses. J'espère que vous allez les apprécier. Si la vidéo vous plaît, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram @IkenTV que je vous affiche juste ici. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans nos threads d'horreur mystérieux. Eva, 21 ans, travaillait dans l'hôtellerie depuis quelques années. Elle assurait presque toujours les shifts de nuit, ceux qui commençaient à 23 h et se terminaient à 7 h. À force, elle avait vu passer des clients étranges, des situations anormales, des scènes qu'elle aurait pu compiler dans un livre tant certaines frôlaient l'irréel. Mais parmi toutes ces expériences, une seule l'avait vraiment terrifiée. Elle avait été élevée dans la bienveillance. Gentillesse, empathie, compréhension. Pour elle, c'était vital, presque une philosophie. Avec le temps, plusieurs proches lui avaient pourtant répété qu'être trop gentil revenait à tendre une invitation silencieuse aux mauvaises personnes. Elle n'y croyait pas, jusqu'à cette nuit-là. Durant ces shifts, ils étaient 2 employés dans le bâtiment. Une fois le travail terminé, chacun pouvait se poser en attendant l'arrivée du manager du matin vers 6 h. Ce soir-là, Eva avait fini ses tâches et s'était installée dans la grande salle, un encas entre les mains, en faisant défiler quelques TikTok sur son téléphone. Son collègue avait décidé de faire une sieste. Il était environ 3 h, personne ne traînait dans les couloirs, ça ne posait pas de problème. 20 minutes plus tard, un bruit la fit relever les yeux. Près du bar, un homme se tenait immobile, le regard fixé dans sa direction. Quarantaine d'années peut-être, rien d'étonnant. Des clients descendaient parfois en pleine nuit pour boire un verre d'eau ou fumer une cigarette avant de remonter. Eva reprit donc son téléphone sans inquiétude. Puis, elle entendit une voix. « Désolé, excusez-moi ». Elle soupira intérieurement. Que pouvait bien vouloir cet homme à 3 h 30 du matin? Elle se leva, s'excusa d'être sur son téléphone, de peur qu'il ne se plaigne au manager, et lui demanda s'il allait bien. Il répondit, mais elle n'entendait rien. Elle s'approcha, s'excusa encore, lui demanda de répéter « Est-ce que je peux avoir un peu d'eau ?» L'homme tremblait légèrement. Sa voix était douce, posée, presque fragile, rien de menaçant, mis à part les 30 cm de différence entre eux. Lui dépassait le 1,80 m, elle culminait à peine à 1,52 m. Elle lui rendit service et s'apprêtait à repartir lorsqu'il s'ajouta « Je suis désolé, est-ce que je peux vous parler un petit peu? Ma mère est mourante à l'hôpital et je n'arrive pas à dormir. » À cet instant, elle regretta de ne pas avoir inventé une excuse. Mais sa nature prit le dessus. Elle accepta de rester discuter, stupide, empathique, mais pour elle, dangereusement naïve, comme elle pourrait le dire plus tard. Il lui demanda si elle fumait. Elle répondit que oui. Il lui proposa alors de sortir prendre une cigarette tous les deux pour discuter. Encore, elle accepta. Ils parlèrent de sa mère, hospitalisée et mourante. Eva compatissait. Elle venait elle-même de vivre un deuil récent. Le sujet l'atteignait. L'homme la remercia pour sa gentillesse et poursuivit. Son passé dans la rue, le fait qu'il avait vécu chez sa sœur pour se remettre sur pied, qu'ils séjournaient tous les deux ici temporairement et qu'il n'était pas originaire de la ville. La conversation semblait normale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. L'homme a demandé s'il y avait des caméras, car il ne souhaitait pas avoir de problème. À ce moment-là, Eva aurait dû comprendre. Elle n'y prêta pas attention. Elle répondit simplement qu'il n'y avait pas de problème, sans confirmer ni infirmer la présence de caméras. L'homme sembla déçu. Il n'avait pas obtenu l'information qu'il voulait. La discussion devint encore de plus en plus étrange, plus intime, plus déplacée. Eva, elle, continuait de voir un homme triste qui avait besoin d'un peu de chaleur humaine, mais quelque chose finit par vibrer en elle, un instinct primaire. Elle annonça qu'elle avait froid et qu'elle rentrait. Et l'homme lui a dit « Viens, fais-moi un câlin. Je vais te réchauffer. » Elle refusa, mal à l'aise, croyant encore qu'il n'était peut-être qu'un maladroit social. Elle se dirigea alors vers l'intérieur et lui la suivit. L'homme demanda alors s'il pouvait prendre un café et s'asseoir avec elle. Eva n'était plus qu'un fil tendu prêt à rompre, en pleine panique intérieure, seule, dans ce hall silencieux. Elle accepta pour ne pas l'énerver. Assis à côté d'elle, il enchaîna les questions. « As-tu des enfants ? En veux-tu ? Est-ce que tu as un petit ami ?» Eva a menti. Elle a dit avoir un fiancé. Et l'homme tout de suite a réagi. « Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce qu'il est beau ? » Je ne voudrais pas paraître déplacé. Là, le cerveau d'Eva hurla. Elle inventa une excuse. Elle devait préparer la salle pour le matin. Son manager n'allait pas tarder. Et comme par miracle, son collègue sortit de la salle de repos pour se préparer un café. La présence d'un autre homme fit tressaillir l'inconnu, qui se leva soudain. Il lâcha « Dis à ta mère que je la cherche ». Ensuite, il força un câlin et partit vers sa chambre. Eva a rapidement compris. Il faisait semblant d'être un ami de la famille pour ne pas éveiller les soupçons de son collègue. Elle resta figée, incapable de parler. Il était 5 h 30.
2 heures à gérer cet homme. Elle aida son collègue à préparer l'arrivée du manager, puis à 5h50, elle se posa dans un fauteuil, espérant que le type ne repasse pas avant son départ. Mais il revint, comme s'il la surveillait. En passant devant elle, il lui a dit qu'il sortait pour faire quelques emplettes, acheter quelques cigarettes. Pourquoi lui disait-il ça? Elle resta silencieuse. Il lui demanda un stylo, elle lui donna, puis il s'éloigna. 5 minutes plus tard, il revint. Il lui rendit le stylo, puis discrètement se plaça derrière elle, glissa un morceau de carton dans son dos et s'en alla. Eva récupéra le carton et un message y était inscrit. Et au milieu, une phrase qui la glaça. « Porte des vêtements plus serrés la prochaine fois pour moi. Je suis sûr que ça t'irait bien. » Une sueur froide descendit le long de son dos. Elle courut au bureau et se posta devant l'écran des caméras. L'homme était dehors. Il marchait, faisait les 100 pas, attendait. Puis, il rentra dans le bâtiment. Sur les caméras, elle le vit la chercher. Ne la trouvant pas, il ressortit, se remit à tourner, puis se cacha derrière un coin, juste hors du champ principal, comme s'il attendait encore. Eva a prévenu immédiatement son manager, celui-ci lui ordonna de sortir par la porte arrière. Elle courut, regardant derrière elle, sursautant au moindre bruit jusqu'à atteindre son appartement où elle s'écroula. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. C'était un message de lui. « Salut, c'est moi. Merci pour la discussion, on se revoit bientôt. » Comment avait-il obtenu son numéro? Elle le bloqua immédiatement, puis informa sa hiérarchie. Elle ne retourna pas travailler pendant 1 mois, le temps que l'homme soit officiellement banni de l'établissement. Aujourd'hui encore, elle redoute de le croiser, dans la rue. Elle a toujours l'impression qu'il pourrait revenir, qu'il pourrait l'attendre quelque part. Elle ne l'a jamais revu et ne veut jamais le revoir. Lina avait l'habitude de voyager seule, et ce genre de petites aventures ne lui faisait généralement pas peur. Pour un concert à l'étranger, elle avait réservé un Airbnb bon marché. Rien de luxueux, mais pour une seule nuit, elle ne demandait rien d'autre qu'un lit. Dès son arrivée dans le pays, les choses commencèrent mal. Sa data ne fonctionnait pas du tout. Impossible d'accéder à Internet. Elle avait dû s'arrêter dans un café, se connecter au Wi-Fi et planifier tout son trajet à l'avance. Malgré ça, elle arriva devant la maison à l'heure. Un seul bouton de sonnette, elle appuya, mais rien. Elle sonna encore et encore. 5 minutes passèrent sans aucun signe de vie. Elle remarqua alors une fente pour le courrier dans la porte. Par curiosité et un peu d'inquiétude, elle jeta un œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. L'entrée ressemblait à une grange abandonnée. Un vieux canapé poussiéreux placé juste derrière la porte, des meubles dissimulés sous des draps, de la saleté partout, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Elle aimait d'ordinaire les vieilles maisons, mais celle-ci avait quelque chose de mort. Et surtout, rien dans cet endroit ne ressemblait à un logement préparé pour accueillir des voyageurs. Elle commençait à se demander si elle s'était trompée d'adresse lorsqu'un homme apparut depuis la rue. Un homme très âgé, mal coiffé, le visage sale, les vêtements défraîchis. Elle lui demanda s'il savait où se trouvait l'Airbnb. Il marmonna quelque chose qu'elle interpréta vaguement comme un oui, alors elle tenta. « Êtes-vous Tim ?» L'homme répondit que oui et ouvrit la porte. À peine entrée, Lina comprit qu'elle aurait mieux fait de repartir. L'entrée qu'elle avait aperçue à travers la fente était encore pire de près. Poussière épaisse, meubles fantomatiques sous leurs draps, ambiance d'abandon absolu. Mais surtout, l'œil était immédiatement attiré par l'immense escalier grinçant qui menait à l'étage supérieur. Une structure ancienne, prête à s'effondrer, qui semblait sortir d'un décor de film d'horreur. Elle suivit l'homme qui montait lentement, haletant, toussant, dégageant une forte odeur de cigarette rance. L'étage du dessus était encore plus sombre. Même mobilier recouvert, même poussière, même pièces obscures où on ne distinguait rien derrière les rideaux. Puis, ils montèrent encore. Et le 3e étage était le pire. Des murs fissurés, des tableaux ruraux dépassés accrochés à côté de crucifix, et une ambiance générale de maison désertée depuis des décennies. Lina, pourtant gothique assumée, sentit un frisson de malaise s'installer. Ce n'était pas du vieux, c'était du négligé, du pas net. Il lui montra la salle de bain et là encore, l'état du lieu la laissa sans voix. Une partie du carrelage manquait dans la baignoire, laissant un trou béant dans le mur. Tout semblait sale, humide, abandonné. Puis, il l'emmena à sa chambre, finalement la seule pièce vaguement acceptable. Un lit correct, mais des poupées étranges posées sur des étagères, fixant la pièce avec des yeux vides. Lina demanda s'il y avait du Wi-Fi. La réponse, non. Parfait. Aucun moyen de communiquer, alors elle demanda l'heure du check-out. Ça n'avait pas d'importance. Elle resta alors figée. Comment ça n'a pas d'importance?
L'homme sans dire un mot monta ensuite au 4e étage dans une obscurité totale. Ce simple détail l'a mis encore plus mal à l'aise. Elle n'avait aucune intention de se doucher dans cet endroit. Elle se changea rapidement, mit son téléphone en charge, puis alla faire un tour dans la salle de bain. C'est là qu'elle remarqua le détail le plus terrifiant de toute la maison. Il n'y avait aucun verrou, nulle part, ni pour la salle de bain, ni pour les toilettes, ni pour sa chambre. Donc, son cœur se serra. Elle remarqua également une quantité alarmante d'objets personnels à moitié utilisés. Gel douche, brosse à dents, dentifrice, même un recourbe-cils abandonné là, posé sans soin. Pas comme des articles laissés pour aider les voyageurs. Non, comme si des gens étaient partis précipitamment, comme si personne n'avait été là pour nettoyer. Et pourquoi aucune review ne mentionnait ça? Peut-être parce que les voyageurs précédents n'avaient jamais pu en écrire une. C'est ce qu'elle s'est dit pour plaisanter, calmer son angoisse. Mais la blague sonnait trop juste. Elle décida qu'elle ne passerait sous aucun prétexte la nuit ici. Elle hésita à prendre toutes ses affaires avec elle au concert, mais son dos était en miettes à cause de son sac. Elle prit donc juste l'essentiel et quitta la chambre après avoir glissé une feuille de papier sous la porte. Si elle revenait et que le papier avait bougé, elle saurait que quelqu'un était entré. En descendant l'escalier, elle entendit une clé tourner dans la serrure d'entrée. Soulagée, elle pensa que la femme du couple, celle censée vivre dans la maison selon l'annonce, rentrait. Sauf que non, c'était encore une fois un homme, la cinquantaine, qui lui sourit. Tout de suite, il s'est présenté comme étant Tim. Elle resta pétrifiée. Comment ça, Tim? Alors l'autre homme, celui qu'elle avait suivi jusqu'au 3e étage, qui était-il? Pourquoi avait-il ce même nom? Pourquoi l'avait-il fait entrer? Elle discuta brièvement, feignant la normalité, puis s'empressa de quitter la maison. Le concert à la suite de cela fut génial et lui permit de souffler un petit peu. Après coup, épuisée, elle prit une chambre dans une auberge de jeunesse. Pas parfaite, mais propre, avec des wifi, une vraie douche et surtout des serrures. Le lendemain matin, expulsée à 10h, elle retourna chercher ses affaires. Par réflexe, elle regarda une dernière fois par la fente de la porte. Un sursaut violent lui échappa. L'homme âgé, le premier Tim, dormait sur le canapé juste derrière la porte, ronflant lourdement comme un gardien ivre qui n'aurait jamais dû être là. Elle entra sans bruit, monta récupérer ses affaires. La feuille n'avait pas bougé, Dieu merci, puis elle s'enfuit de cette maison. Plus tard, en y repensant, elle se sentit presque ridicule d'avoir eu si peur. Mais en réalité, entre les deux teams, les verrous inexistants, le check-out qui n'importait pas, l'état de la maison et les objets abandonnés, si quelqu'un avait voulu agresser ou tuer un voyageur isolé, cette maison aurait été un décor idéal. Peut-être qu'il ne serait rien arrivé, peut-être que tout avait une explication terriblement banale, mais franchement, Lynn préférait ne jamais connaître la réponse à tout ça. En 1998, Mark avait 19 ans. Il était fauché, vivait en colocation avec un certain Steve, un gars à peine plus âgé que lui. Steve avait perdu son père quelques années plus tôt et vivait désormais grâce à un trust fund, tous ses frais étaient couverts et il recevait chaque semaine une confortable somme d'argent jusqu'au jour où il toucherait l'héritage complet. Mark l'aimait bien mais Steve avait un défaut majeur, il adorait rappeler qu'il avait du pouvoir sur les autres. Et ce trait-là, il se heurta de plein fouet au caractère fier et têtu de Mark, déclenchant un événement qu'il n'a jamais oublié. Ce soir-là, Steve et Mark se rendaient chez Trevor, le meilleur ami de Mark, à Sistaki. Steve conduisait, car Mark n'avait pas de voiture. Ils étaient arrivés vers 21h, sans raison particulière, juste pour traîner un peu. À un moment, Mark et Steve se mirent à débattre d'un sujet totalement insignifiant. Quelque chose d'aussi futile qu'un détail de film ou une info inutile. Et Steve, sentant qu'il perdait la face, lâcha « C'est moi qui ai la voiture, tu peux toujours rentrer à pied ». Mais il le dit avec cette suffisance qu'il avait quand il voulait écraser quelqu'un. Ce soir-là, Mark décida qu'il ne plierait pas. Pour commencer, rentrer chez lui représentait 13 miles de marche, un chiffre qu'il ne connaissait pas sur le moment, qu'il n'a appris qu'en vérifiant des années plus tard. Ensuite, il était chez Trevor, son meilleur ami. Mark avait passé des dizaines de nuits ici et pouvait tout à fait dormir là. Trevor, qui avait aussi une voiture, aurait même pu le raccompagner. Autrement dit, la menace de Steve était totalement vide de sens, même si Steve ne le réalisait pas. Mais ce qui importait, c'était l'intention. Steve voulait affirmer son ascendant, et Mark, têtu, refusait de se laisser dominer. Alors il décida, en silence, qu'il marcherait jusqu'à chez lui, juste pour lui faire ravaler ses mots. Un peu plus tard, prétextant d'aller aux toilettes, Mark sortit discrètement de la maison, puis se mit en route. Il était 23h. Il savait que ce serait long, mais il n'avait pas conscience de combien. Et de toute manière, il s'en fichait. Il voulait prouver quelque chose. Convaincu que Steve et Trevor allaient finir par remarquer son absence et le chercher en voiture, il s'est tenu à l'écart de la route principale afin de ne pas être aperçu. Rappelons qu'on était en 1998. Pas de portable, pas de GPS, pas de moyen d'appeler qui que ce soit.
La première heure et demie se déroula sans encombre. Mark traversa tout Sarasota jusqu'au centre-ville. Le chemin direct longeait le front de la mer, mais il préféra couper par les rues qu'il connaissait bien, évitant la route principale où Steve risquait de passer. Mark avait grandi dans le coin, il avait exploré chaque ruelle, chaque raccourci. Le centre-ville était aisé et de grands immeubles donnant sur le golfe du Mexique. Même après minuit, c'était calme mais pas inquiétant. Il emprunta Pineapple Avenue, bordé de boutiques chics et de galeries. C'est là qu'il aperçut une petite voiture rouge, un hatchback arrêté au milieu de la rue juste après un croisement. Il remarqua que la voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation mais n'y prêta pas attention. Il imagina une situation du genre plaque provisoire. En s'approchant, il remarqua que la voiture restait parfaitement immobile. La lumière intérieure était allumée, laissant deviner 3 ou 4 silhouettes à l'intérieur. Il pensa qu'il consultait une carte mais ne distinguait pas clairement leur visage. À 10 mètres d'eux, au moment où il traversait l'intersection, quelque chose se tendit brusquement en lui, une alerte irrationnelle, instinctive. Peut-être parce que la voiture n'avait pas bougé depuis trop longtemps, peut-être les silhouettes trop immobiles, peut-être juste un pressentiment. Alors il bifurqua calmement dans une rue perpendiculaire et dès qu'il fut hors de leur champ de vision, il se mit à courir. Il connaissait par cœur un enchaînement de ruelles, une petite allée derrière les bâtiments, une deuxième puis un couloir très étroit longeant une église menant directement à l'endroit où se trouvait la voiture rouge. Il y jaillit juste à temps pour voir l'arrière du véhicule disparaître dans la rue où il avait couru plus tôt. Pas de panique, pas de stress. Mark était persuadé de les avoir semés. Il ne devinerait jamais qu'il était revenu au point de départ. Il continua sa route, plutôt fier de sa ruse. 10 minutes plus tard, il dut reprendre un axe principal. L'alternative aurait été de traverser un quartier douteux dont il n'avait pas envie de tester la réputation en pleine nuit. Et à l'approche d'un grand carrefour, Mark vit la voiture rouge, la même, toujours sans plaque. Alors, un frisson d'inquiétude lui traversa le dos, rapidement remplacé par un sourire. Il l'avait encore raté, jusqu'à ce que la voiture ralentisse anormalement, loin du feu rouge. Il sentit ses entrailles se serrer. Est-ce qu'il l'avait repéré? Il traversa sa diagonale vers l'autre côté de la route. L'avenue était un grand axe américain, avec plusieurs voies et un terre-plein central. Se placer de l'autre côté lui donnait de la distance. Dès qu'il posa le pied sur le trottoir opposé, il comprit que le danger était réel. La voiture rouge accéléra brutalement, fonça vers l'intersection et effectua un virage violent. Les pneus ont hurlé pour revenir directement vers lui. Mark était près d'un grand espace vert, entre un centre culturel et le Garden Club. Un arbre immense, probablement un banyan, dominait la pelouse. Il n'y avait rien derrière cette zone qu'il connaissait suffisamment bien pour recréer son petit tour de passe-passe. Alors il grimpa, aussi haut que possible, aussi vite que possible. Il était tout en noir, la nuit jouait pour lui. Tant qu'il ne grimpait pas, il serait invisible. Perdu dans les feuilles, il ne voyait plus rien de ce qui se passait au sol. Bonne nouvelle, il ne le verrait pas non plus. Mauvaise nouvelle, il ignorait complètement si les hommes étaient là, s'ils s'éparpillaient, s'ils cherchaient. Lui restait immobile, écoutant chaque bruit, planifiant mentalement les scénarios de fuite. À 1m60 tout mouillé, rapide mais frêle, il savait que le combat n'était pas une option. Puis, il entendit ce qui lui gela le sang. Des portières qui claquent, des pas dans l'herbe et une voix d'homme énervé agressive. Où il est? Allez voir là-bas. Je vais aller voir ici. Là, pour Mark, plus aucun doute. Il était traqué. Il resta dans l'arbre un temps qui lui parut interminable. 10 minutes peut-être, probablement moins. Un bruit finit par lui donner une ouverture. Peut-être un moteur, peut-être des portes, il n'en était plus sûr, mais il prit le risque. Il sauta de l'arbre, atterrit lourdement et détala. Il sprinta vers un carrefour où se trouvait là une station-service ouverte 24 heures sur 24. C'était simple, atteindre la lumière veut dire survivre. Il entra en trombe, sous les yeux surpris de la caissière et appela la police. Quand un officier arriva, Mark raconta tout, chaque détail. Le policier l'écouta à peine. Selon lui, les types dans la voiture pensaient que Mark était un travailleur qui proposait son corps et ils avaient juste voulu le prendre. Mark resta muet un instant. Avait-il fui, couru, grimpé dans un arbre pour échapper à des clients? Tout cela n'avait aucun sens. Il voulut répliquer, demander depuis quand des prostituées fuyaient dans les arbres en hurlant intérieurement de terreur, mais il fut distrait par un détail. La voiture rouge. Elle passait lentement devant la station, observant la scène. Mark a crié « C'est eux, c'est la voiture !» Le policier jeta un regard vague vers le véhicule puis haussa les épaules. Il a répondu « Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse à propos de ça ?» Mark sentit la panique remonter. Il a commencé à faire une crise d'angoisse. Il n'arrivait plus à marcher, à parler. Le policier soupira, exaspéré. « Tu vois ce qui est écrit sur cette voiture ? Police, pas taxi. » La colère de Mark remplaça sa peur. Il y a aussi marqué « Servir et protéger ». Je vous demande de me protéger, je suis en danger. Le policier finalement céda. Il ne pouvait pas le raccompagner jusqu'à chez lui,
c'était dans la ville voisine hors de leur juridiction. Mais il accepterait de le déposer jusqu'à la limite des deux comtés. Là où se trouvait un autre grand carrefour, ça représentait environ 3 miles de gagné. Les policiers le laissèrent devant un musée. Marc reprit la route, encore 5 miles à parcourir, qu'il a parcouru constamment sur le qui-vive, prêt à se cacher dans un buisson, à courir dans une rue parallèle, à disparaître dans l'ombre. Quand il vit l'aube se lever, il se dirigea vers la maison de sa petite amie, un peu plus proche que la sienne. Elle l'accueillit, surprise, mais soulagée. Marc n'a jamais revu la voiture rouge. Il n'a jamais revu les hommes, et aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, il se demande encore ce qui se serait passé s'il l'avait attrapé. À voir leur détermination, toutes les hypothèses, même les plus terribles, restent possibles. À 18 ans, Nora cherchait désespérément un logement pour entrer à l'université. Là où elle vivait, la crise du logement était telle que trouver une chambre relevait du miracle. Fatiguée de chercher, elle finit par poster une annonce sur Facebook. Un jour, un homme d'Égypte lui envoya un message privé. Il disait posséder une maison de 3 chambres qu'il souhaitait louer après être retourné vivre en Égypte à cause de problèmes de santé. Son profil était quasiment vide. Pas de photos, presque aucune information, juste un nom. Il lui donna l'adresse pour visiter les lieux avec les locataires actuels. C'est son fils, ou du moins celui qu'il présentait comme tel, qui lui ouvrit la porte le jour de la visite. La maison semblait normale, propre, typique d'une colocation étudiante. 3 chambres privées, une cuisine et une salle de bain partagée. Nora demanda aux colocataires pourquoi ils partaient. Ils se regardèrent gênés avant de dire simplement « le propriétaire est un gars bizarre ». Elle ne voulut pas s'en préoccuper. Elle signa le contrat par mail et elle ne revit jamais le fameux fils après la visite. Quelques jours plus tard, elle reçut les clés par courrier. Puis commencèrent les problèmes. À peine le contrat signé, le propriétaire lui envoya son premier message sur WhatsApp. Il disait vouloir construire une amitié avec elle. Nora répondit qu'elle était trop occupée par ses études, mais il insista. Il appelait 10 fois par jour. Et lorsqu'elle ne répondait pas, il demandait pourquoi. Il expliquait qu'il se sentait seul, qu'il avait besoin de parler. Nora ignorait, payait son loyer, espérait qu'il finirait par se lasser. Après 1 mois dans la maison, ses messages devinrent plus inquiétants. Un soir, elle reçut « J'ai remarqué que tu as un radiateur et une friteuse électrique sur ta table. Pourrais-tu éviter de les utiliser ? Ou alors, pourquoi possèdes-tu 2 ordinateurs portables ? C'est un peu étrange. » Nora resta pétrifiée devant son écran. Comment cet homme, qui prétendait vivre en Égypte, qu'elle n'avait jamais rencontré, pouvait-il savoir ce qui se trouvait dans sa chambre ? Ses fenêtres étaient fermées, sa porte verrouillée, elle n'avait jamais sorti ses objets dans les pièces communes. Et pourtant, il savait. Il y eut d'autres messages du même genre, tous commentant précisément les objets posés sur sa table ou la manière dont elle avait réorganisé sa pièce. Puis vint le pire. Il tenta de lui facturer 150 € supplémentaires pour usage excessif de sa friteuse électrique. Comment pouvait-il affirmer qu'elle l'utilisait dans sa chambre ? Et comment pouvait-il différencier son appareil de celui de ses colocataires puisqu'elle ne sortait jamais le sien hors de sa pièce ? Pour comprendre, Nora parla aux autres locataires. Ils semblaient normaux. Étudiants, discrets, présents très rarement, ils jurèrent n'avoir jamais reçu de message de ce genre. Elle demanda à voir leur WhatsApp, rien, mis à part les confirmations de paiement du loyer. Elle testa même leurs clés, aucune n'ouvrait sa chambre. Personne théoriquement ne pouvait entrer, personne n'était là pendant la journée, et pourtant, le propriétaire savait tout. Alors, Nora décida de mener une expérience. Elle plaça volontairement certains objets précis sur sa table, des choses qu'elle n'avait jamais utilisées, jamais montrées. Le lendemain, il lui en parla encore. Elle sentit son corps se figer en pleine salle de cours. Son cœur s'emballa. Elle comprit que quelque chose n'allait pas, vraiment pas. 2 jours plus tard, après avoir ignoré ses messages, Nora reçut plusieurs appels provenant de numéros inconnus. Elle décrocha 2 fois. La voix était celle d'un homme. Elle reconnut vaguement celle du propriétaire qui lui répétait simplement « rentre à la maison ». Lorsqu'elle finit par rentrer, horrifiée, elle découvrit sa poubelle, celle qu'elle avait jetée plus tôt dans la journée, dispersée partout devant la porte de sa chambre privée. 1 an passa ainsi. 1 an de messages intrusifs, d'objets déplacés, de remarques inquiétantes, d'appels insistants et 1 an de peur. Finalement, Nora trouva un logement plus sûr. Elle déposa une demande de restriction contre le propriétaire égyptien et quitta la maison pour de bon. Aujourd'hui, elle n'a aucune explication. Comment savait-il ce qu'elle avait dans sa chambre ? Comment savait-il ce qu'elle déplaçait ? Qui avait mis sa poubelle devant la porte ? Et surtout, comment surveillait-il tout cela à distance ? Une amie est convaincue qu'il y avait des caméras cachées, une autre pense qu'un colocataire l'espionnait. Mais la vérité, elle, Nora ne l'a jamais su, et au fond, peut-être vaut-il mieux qu'elle ne le découvre jamais.
Cette histoire était encore toute récente dans la tête d'Élise, à peine 2 jours, et son corps tremblait encore rien qu'en y repensant. Ce jour-là, elle était à Hong Kong avec son père et son frère. Non résidente, elle devait régler des démarches à l'immigration. À la sortie, il se faisait tard. Son père proposa de rentrer vers l'appartement et de manger dans le quartier avant que tout ne ferme. En chemin, son frère repéra un arrêt de bus intéressant et suggéra qu'ils descendent là pour trouver un restaurant. Tous acceptèrent. C'est pile à ce moment-là qu'Élise sentit une urgence très nette. Elle avait besoin d'aller aux toilettes. Son frère désigna alors le McDonald's le plus proche, une erreur qu'elle ne comprend toujours pas. Ils entrèrent, son père et son frère restèrent au rez-de-chaussée pendant qu'elle montait les escaliers, persuadée que s'il n'y avait pas de toilette en bas, il y en aurait forcément à l'étage. Sinon, elle repartirait. En haut, elle marchait vite, nerveuse. Un employé la repéra immédiatement. Il la fixait comme s'il s'attendait à ce qu'elle vienne le déranger. Élise s'approcha et demanda où étaient les toilettes. Il répondit les toilettes, prenez la porte, allez à gauche et prenez l'ascenseur. Il désigna une porte marron, sans panneau, sans flèche, sans rien. Élise hésita. Mais c'était un employé après tout. Elle ouvrit la porte et là, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. De l'autre côté, tout était sombre, vieux, délabré. Un contraste total avec le McDo moderne derrière elle. Et dès que la porte se referma, le bruit extérieur disparut complètement, comme si la pièce était insonorisée. Elle se retrouva dans un couloir exigu, silencieux, à peine éclairé, avec plusieurs portes verrouillées sur les côtés. Tout donnait l'impression d'un espace abandonné ou réservé au personnel, mais absolument pas d'un accès public. Elle suivait les indications, tournait à gauche et effectivement il y avait un ascenseur. Elle se dit que c'était sûrement un passage étrange vers un centre commercial. Hong Kong en avait des dizaines d'imbriqués dans les bâtiments, rien de vraiment surprenant. Elle appuya sur le bouton pour appeler l'ascenseur et quand les portes s'ouvrirent, elle monta. Et c'est à ce moment-là que l'employé entra avec elle. Il portait un masque, tenait un sac poubelle noir presque vide. Élise tenta de rationaliser, peut-être devait-il amener ce sac quelque part ou l'accompagner par pure politesse. Elle demanda quel étage. Il appuya sur 2. Un silence lourd s'installa. Elle jeta un coup d'œil furtif. Un œil regardait droit devant, l'autre dévié sur le côté comme un œil paresseux. Puis il dit doucement « Leng o Leng, tu es très jolie ». Élise murmura un merci juste pour éviter toute réaction imprévisible. Son envie d'aller aux toilettes venait de disparaître. L'ascenseur s'arrêta, les portes s'ouvrirent. Elle s'attendait à un centre commercial, mais ce n'était rien de tout ça. C'était un couloir sombre, désert, avec une enfilade de portes vieillissantes, un lieu mêlant l'esthétique d'immeubles d'habitation abandonnés et d'anciens bureaux. Personne, pas un bruit, des coins sombres partout. Les deux restèrent immobiles dans l'ascenseur. Le cœur d'Élise battait à s'en rompre. L'employé lui fit signe de descendre, il semblait vouloir l'accompagner jusqu'aux toilettes. Elle improvisa. « Je t'ai déjà assez dérangé vraiment, montre-moi juste la direction, je trouverai. » Il pointa vers la droite et elle le remercia, pour partir ensuite directement à l'opposé dès qu'il détourna le regard. Elle erra dans un labyrinthe de portes. Elle poussa l'une d'elles, verrouillée. Tout ressemblait à un décor de backroom, étroit, silencieux, sale, démesurément vaste et sans aucune indication. Elle essayait de gagner du temps pour faire croire qu'elle cherchait réellement les toilettes, puis son téléphone sonna. Son frère, furieux. « Ça fait trop longtemps, où es-tu » Elle expliqua qu'elle était perdue et raccrocha. La panique grimpa d'un cran. Il n'y avait ni toilette, ni centre commercial, ni aucun signe de vie. Que de vieux murs arrachés, une lumière blafarde, une odeur de renfermé. Elle respira, tenta de se calmer et retrace ses pas. Puis retrouva l'ascenseur. Les portes se fermèrent et elle le rappela en appuyant sur le bouton de manière frénétique. Ensuite elle descendit, mais à la sortie se trompa de côté. Elle marcha droit devant elle et découvrit une série de 4 ou 5 portes, toutes alignées face à un immense panneau de verre. De l'autre côté du verre, le McDonald's. Les clients mangeaient et discutaient. Aucun ne voyait Élise, car de leur côté, la vitre semblait être un miroir sans teint. Elle l'observa, horrifiée. Elle fit demi-tour, trouva la bonne sortie et revint enfin dans le McDo. Plus aucune trace de l'employé. Elle descendit les escaliers, livide. Son père lui demanda immédiatement ce qui n'allait pas. Elle tenta d'expliquer, et son père lui dit alors qu'il était monté la chercher et n'avait vu aucun employé, rien, juste la porte marron, qu'il a ouverte. Il a jeté un petit coup d'œil, mais il a tout de suite eu un mauvais pressentiment. Il lui a demandé si elle était allée dans l'ascenseur, et son frère de son côté dit qu'il avait également ouvert la porte. Il a décrit l'endroit comme des backrooms, un chaos de portes de l'obscurité totale. Il s'était refusé de s'y aventurer. Plus tard, ils lui avouèrent leur plan si elle n'était pas redescendue. Son père allait monter à chaque étage, forcer les portes, hurler son nom. Si au bout de 15 minutes, il ne redescendait pas, son frère devait appeler la police. Le frère, lui, avait proposé de bloquer toutes les sorties du bâtiment pour l'attraper si elle parvenait à revenir par un autre chemin. Quand Élise leur demanda « Et si je ne ressortais nulle part ?» son frère répondit simplement « Alors au moins, on trouverait ce qu'il reste de toi. » Une réaction macabre, mais révélateur de la peur qu'ils avaient tous ressentie. Depuis cette nuit-là,
Élise n'utilise plus jamais les toilettes d'un restaurant seul. Et chaque fois qu'elle voit un McDonald's, l'image de ce couloir sombre et de cet homme au regard déviant lui traverse encore l'esprit. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram @KenTV que je vous affiche juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!